Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de ce vendredi. Merci de votre fidélité. Avec nous ce matin, disons deux invités, on aura donc à accueillir à la rubrique. Dans un premier temps, la secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Madame Swanette Désir. Et dans un second temps, nous aurons sur le plateau Madame Néhémie Gustave sur les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Mais déjà, avec nous, la secrétaire d'État, Madame Désir, qui participe pour la première fois à la rubrique Le Point de Métropole. Et à titre de rappel, on dira que Madame est devenue secrétaire d'État depuis mars 2020. C'est une personne qui est très intelligente. Elle a travaillé à la Digicel pendant environ 11 ans. Elle a étudié au Canada. Elle est en situation de handicap à la suite d'une fièvre typhoïde. Si mes informations ne sont pas exactes, elle pourra bien remettre mes pendules à l'heure. On accueille Madame Désir, secrétaire d'État à la sécurité publique, avec plaisir. Bonjour, secrétaire d'État, c'est avec plaisir, comme je viens de le dire, que je vous reçois ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Bonjour, Monsieur Wendel, donc tout le plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Et je voudrais juste rectifier que je ne suis pas secrétaire d'État à la sécurité publique. Ah. Je ne veux pas... À l'intégration des personnes handicapées. Oui, je vous prie de m'excuser. Non, pas de problème. C'est juste pour ne pas quand même créer de confusion. C'est tacite, alors. Mais je veux juste dire que j'ai étudié justement, j'ai eu une formation en droits humains au Canada, mais j'ai étudié la diplomatie au Centre diplomatique international, CEDI. Donc, au fait, suite effectivement à une fièvre typhoïde, donc j'ai été tout de suite, une année après, devenue handicapée, mais je fonctionne parfaitement bien. Donc, pour le plaisir de tout le monde, de tous les auditeurs et de toutes les auditrices de Télémétropole, donc nous allons en discuter davantage. Ce bureau ou encore cette structure a été créée en Haïti, c'était en 2007, 13 ans déjà. Est-ce qu'on peut parler de bilan ou encore des acquis importants? Bilan ou acquis? Vous préférez? Bon, c'est un bilan quand même, mais à l'intérieur de ce bilan, donc nous pouvons voir aussi des acquis. Des acquis importants parce que là maintenant, parlant de la question du handicap, donc aujourd'hui tout le monde en parle parce que c'est un sujet mondial et les Nations Unies donc sont intéressées beaucoup à ce sujet-là parce que normalement, selon le principe, c'est ne laisser personne de côté, donc en lien avec les objectifs du développement durable, donc il faut réfléchir de façon approfondie donc, sur la question du handicap. Alors, le BCF, effectivement, a été créé en 2007, mais... 13 ans déjà. 13 ans déjà, et bien entendu, et peut-être que je passerai pour le bilan de Swanette à la tête du bureau, mais je peux dire quand même il y a des avancées. Par exemple, le cadre légal. Il y a la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2009 par l'État haïtien. Et tout de suite, quelques années après, en mars 2012, donc l'État haïtien, nous avons la loi nationale. C'est la loi portant sur l'intégration des personnes handicapées. En 2018, nous avions encore voté une autre loi, c'est la loi sur l'accessibilité à l'environnement bâti. Et jusqu'à date, il y a aussi la Convention de l'OEA, donc contre toutes les formes de discrimination à l'égard des personnes handicapées. Donc, ce sont des acquis. Parce que justement, on discutait de la question du handicap, mais ce n'était pas de façon légale. Mais suite à des travaux extraordinaires, et je peux me permettre de
féliciter des associations. Et vers les années 90, par exemple, Dr. Payan, le président de CHA. Et il y a aussi RANIF, Réseau national des associations de personnes handicapées. Et il y a aussi FEF, donc il y a une fédération d'associations de personnes handicapées et tant d'autres organisations donc, qui ont contribué pour arriver donc, à ces documents-là. Parce que justement, ce n'était pas une chose facile. Ce n'est pas que l'État avait décidé de doter le pays de ces cadres légaux en matière du handicap, mais il a fallu tout un travail donc, du mouvement de la société civile des personnes handicapées pour arriver jusqu'ici. Et là maintenant, d'autres acquis, et il a fallu aussi lutter pour intégrer la question des femmes handicapées dans cette lutte. Si c'était fait avant, c'était mixte, mais normalement, il n'y a pas eu vraiment un regard sur les femmes et les filles handicapées. Et de là, il y a la création des associations des femmes handicapées, parmi lesquelles il y a eu l'Union des femmes à mobilité réduite d'Haïti, l'association Femmes et Filles au Soleil, il y a l'association des femmes handicapées de Gonaïves, il y a les associations des femmes handicapées du Sud, il y a aussi d'autres organisations de femmes handicapées donc, qui sont créées suite à ces revendications. Et là maintenant, pour nous, c'est des acquis et que nous devons agir pour les protéger. Maintenant, nous pouvons tout de suite dire est-ce que toutes ces lois-là, donc est-ce que toutes ces lois sont en application? Oui ou non, peut-être en partie. En partie? Oui, mais voyons puisque nous parlons d'inclusion, nous parlons d'insertion, nous parlons d'emploi aussi, nous voulons parler d'emploi aussi. Aujourd'hui, c'est quoi la situation? Est-ce que beaucoup de personnes en situation de handicap ont pu facilement obtenir un emploi? Avec beaucoup de difficultés. Et c'est la raison pour laquelle le BCF est en train de sensibiliser donc justement les employeurs sur l'accessibilité à l'emploi à travers un projet qui vise à promouvoir donc l'accès à l'emploi pour les personnes handicapées. Pourquoi ce n'est pas facile? Il y a vraiment de nombreuses barrières, parmi lesquelles il est vrai que nous avons des documents légaux en cette question-là, mais il faut voir avec la Convention, donc dans l'article 9. Donc il y a l'accessibilité, et on va en parler, et il y a cette loi-là, maintenant, il y a l'article 44. L'article 44, donc c'est ce fameux article donc, qui fait obligation à tous les employeurs pour qu'ils prennent en compte la question du quota de personnes handicapées à leur entreprise. Et là maintenant, est-ce qu'il s'applique? Peut-être qu'il y a certaines entreprises qui embauchent des personnes handicapées, mais vraiment sur une base de faveur, mais ce n'est pas sur une base légale. Je précise pourquoi. Ce n'est pas sur une base de compétences non plus? Il y a des entreprises et... Par exemple, la Digicel. La Digicel recrute sur base de compétences parce que normalement, la personne handicapée fait un travail, mais c'est pas justement, on ne va pas regarder vraiment sur l'handicap de la personne. Mais maintenant, il y a d'autres entreprises aussi qui le font. Mais pour certaines, c'est par faveur. Vous voulez du travail, on vous donne. Mais cependant, il y a des personnes handicapées qui font d'efforts extraordinaires. Mais arrivé à l'entreprise, on les accorde, par exemple, un poste inférieur à leurs compétences. C'est juste pour dire que de toute façon, l'État va voir que nous vous embauchons, etc., etc. C'est juste une forme de publicité. Mais au fond, ça ne tient pas vraiment compte de tous les règlements. Par exemple, l'article 9. Parce que si vous acceptez d'embaucher la personne handicapée à l'intérieur de l'entreprise, automatiquement, vous devez rendre accessible l'espace que vous recevez la personne. Donc, c'est-à-dire il faut appliquer l'article 9. Donc, selon vous, c'est à cause des dépenses supplémentaires que le patron pourrait refuser de recruter une personne en situation de handicap? Ou bien, est-ce que c'est tout simplement à cause de la stigmatisation ou discrimination qui serait encore présente dans les esprits? On peut voir les deux. Pourquoi? Et stigmatisation, discrimination, oui, il existe. Mais normalement, dépenses additionnelles,
je peux dire que normalement, selon la loi, même si ça exige des dépenses additionnelles, maintenant on peut faire ça au fur et à mesure. Parce que dans le budget, donc chaque année on a un budget, maintenant il faut voir dans le budget ce qu'on peut faire pour aménager et adapter l'espace de travail, donc tout dépendamment du handicap de la personne. Maintenant, le refus, c'est que les personnes ont une perception qui font croire que l'handicap, c'est comme si est synonyme de médiocrité. Et voilà. Maintenant, si selon la perception, l'handicap c'est synonyme de la médiocrité, eh bien du coup, on ne veut pas embaucher la personne sur cette base. Et c'est pourquoi que nous sommes là aujourd'hui. Nous voulons attirer l'attention des entrepreneurs sur la capacité et la productivité des personnes handicapées au sein d'une entreprise. Et là, nous avons de très bons exemples. De très bons exemples, donc avec des personnes handicapées quand même qui font des expériences avec des entreprises. Cependant, nous ne sommes pas en train d'encourager aussi la médiocrité chez la personne handicapée. Parce que le travail, il y a les règlements, il y a le respect les règles de discipline, les règlements internes de l'entreprise qu'il faut respecter. Et maintenant, parce que quand moi-même, je parle au nom de l'État, même si j'étais dans la société civile, je le dis toujours, les personnes handicapées ont des droits, mais il faut aussi que ces personnes respectent les principes. Parce que normalement, l'handicap ne veut pas dire que la personne est au-dessus de la loi. Donc, tout cela pour vous dire que... Ce que vous souhaitez, c'est que l'on ne tienne pas compte d'une personne ou bien on ne va pas le recruter sur la base du favoritisme. Donc, non. La personne en question doit être à la hauteur. La personne en question doit être à la hauteur, mais aussi de comprendre que la personne handicapée peut contribuer à la réussite de l'entreprise. Parce que, et moi-même, j'ai eu des expériences difficiles. Par exemple, quand il y a des manifestations, quand il y a des grèves, etc., cyclones. Mais je devais me rendre au travail et je le faisais tous les jours. Mais je ne disais pas qu'à cause de mon handicap, j'allais appeler toujours pour dire que je ne peux pas venir travailler à cause de mon handicap. De toute façon, il y avait quand même des prudences, mais je devais me rendre au travail tous les jours à un horaire qui est fixé. Et là, maintenant, c'est vraiment de dire la personne handicapée donc, peut travailler et donne des résultats concrets. Bien entendu, il y a des entreprises qui ont des personnes handicapées. La personne handicapée travaille mieux qu'une autre personne qui n'est pas handicapée. Dans certains cas, alors? Dans certains cas. Mais maintenant, il faut voir l'équilibre dans la société. Et aussi, l'entreprise, par exemple, la loi le dit. Maintenant, ce n'est pas nous. C'est pourquoi que moi-même, je dis, durant mon passage à la tête du bureau, je veux continuer à faire le plaidoyer au fur et à mesure pour l'application de ces textes de loi. Parce que les textes sont là, maintenant, il faut aller vers les applications. Même au niveau de l'État, d'ailleurs, je suis secrétaire d'État, au niveau de l'État, donc c'est un sujet qui nous préoccupe aussi au sein du gouvernement, par exemple. J'allais justement vous le dire, pourquoi on ne commence pas par prêcher par l'exemple? Eh bien, le 2 décembre, dans la soirée, donc, j'ai été invitée au conseil du gouvernement pour faire une présentation sur le langage inclusif et le comportement à adopter vis-à-vis des personnes handicapées. Pourquoi je le faisais? C'est parce que normalement, les membres du gouvernement donc, viennent d'horizons divers. Donc, c'est-à-dire, il faut que moi-même, je parle de langage, donc ce qui doit être fait et ce qui doit être dit correctement. Maintenant, je le fais, c'est parce qu'il faut commencer par nous au sein du gouvernement. Mais maintenant, il y a des ministres et des secrétaires d'État donc, qui commencent à comprendre parce qu'il faut voir que la question du handicap, c'est une question transversale parce que nous autres, c'est un bureau qui a un rôle plus technique, c'est-à-dire, par exemple, le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme. Quand ce ministère réfléchit, il faut qu'il y ait une réflexion globale avec un point fixé sur la participation et l'inclusion des femmes et filles handicapées, incluant le ministère
et de l'éducation nationale. Par exemple, ce n'est pas le BCF qui est chargé des questions de l'éducation. Maintenant, mais est-ce qu'il n'y a pas d'obstacle à la base? Parce qu'aujourd'hui, on peut se poser certaines questions, à savoir combien de bâtiments logeant des entreprises publiques et ayant des rampes devant faciliter, par exemple, l'accès aux personnes à mobilité réduite. Par exemple, là, au bureau, nous avons une équipe qui est en train de travailler sur une liste. Cette liste va nous permettre d'identifier les institutions étatiques qui n'ont pas encore un espace accessible, donc pour que les personnes handicapées puissent se rendre facilement. Et là maintenant, s'il n'y a pas ça et que nous autres, nous allons produire des audits d'accessibilité et nous remettrons au ministère concerné pour suites utiles. Parce que normalement, bien entendu, il y a quand même quelques petites améliorations dans certains bâtiments. Par exemple, et je peux citer récemment donc, le bâtiment qui loge la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc, c'est-à-dire, quand même, c'est un bâtiment qui est bien construit et il y a les rampes et il y a aussi des élévateurs donc, qui pourront accommoder la personne handicapée en cas de besoin ou bien si toutefois il y a des personnes handicapées donc, qui sont des employés de la Cour. Et pendant longtemps, après le 12 janvier, on faisait état d'un nombre important, considérable de personnes devenues handicapées. Est-ce que vous avez une idée du nombre aujourd'hui? Du nombre de personnes handicapées jusqu'à présent, on reste encore et on parle encore de plus qu'un million de personnes. Cependant, je dois confirmer que ces chiffres-là, ce ne sont pas des chiffres officiels. Pourquoi? C'est parce que normalement, en principe, c'est IHSI qui doit donner des informations réelles sur les quantités ou bien les données maintenant. Et étant donné que le recensement devrait avoir lieu le mois de juin dernier. Mais avec le contexte de Covid, donc on n'a pas pu réaliser le recensement. Mais c'est sûr que le prochain recensement, la prochaine date qui sera fixée, de concert à IHSI et que le BCF va faire son travail, c'est-à-dire de s'assurer que à travers ce recensement-là, il tient compte du questionnaire de Washington Group. Le questionnaire de Washington Group, c'est un questionnaire qui donne les 1, 2, 3, les étapes. Donc, c'est-à-dire pour désagréger les données sur la base d'handicap, à ce moment-là, nous saurons combien de personnes qui sont handicapées et maintenant combien de femmes qui sont handicapées, combien de garçons, combien d'hommes, combien de fillettes qui sont handicapées. Et sur cette base, nous saurons aussi par type d'handicap physique, des personnes sourdes et puis des personnes qui ont un handicap intellectuel, donc pour qu'on puisse avoir une meilleure idée. Mais je peux ajouter que pour le moment, dans ce projet qui vise la promotion pour l'accessibilité à l'emploi des personnes handicapées, nous sommes en train de réaliser une enquête avec CNSA, donc en vue de mener une enquête sur 45 000 personnes handicapées. Au moins, au BCF, nous allons avoir au moins un minimum de données entre-temps, donc pour que nous puissions mieux planifier donc, des activités et des activités pour le plan d'action, liées au plan d'action, donc pour que nous puissions vraiment aller vers l'idéal qui est l'inclusion. Mais je peux vous dire que l'inclusion, c'est très loche. Cependant, il faut faire des steps. Donc, ce sont des pas de jour en jour qui vont nous conduire à l'amélioration, mais nous tenons à assumer notre responsabilité à le faire tous les jours. Madame Désir, nous arrivons bientôt à la fin de l'émission, mais tout en voulant rappeler que c'est à l'occasion de la journée dédiée aux personnes en situation de handicap qu'on vous reçoit ce matin à la rubrique Le Point. Avez-vous pensé à un message particulier? Le message particulier que j'ai, ce n'est pas un message qui date d'aujourd'hui. Et je continue à dire que l'inclusion, ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Et les personnes handicapées étant des détenteurs de droits, eh bien nous autres, donc des détenteurs d'obligations,
ont pour devoir de continuer à prendre des engagements pour l'application des textes de loi qui ont été publiés et ratifiés par l'État haïtien. Du coup, j'envoie... Donc c'est un plaidoyer que c'est un plaidoyer au niveau de l'État. Vous saisissez l'occasion pour faire ce plaidoyer? Oui, au plus haut niveau de l'État, parce que c'est ça mon rôle. Mais maintenant, je dois dire aussi que les personnes handicapées doivent comprendre que la meilleure façon de défendre leurs droits, c'est d'accepter de se former, de renforcer leurs capacités, même si le bureau n'a pas de budget pour donner de l'argent, mais je sais pertinemment qu'il y a de l'argent en Haïti pour financer des activités des associations des personnes handicapées, mais il faut qu'il y ait un minimum de structure. La majorité de ces associations n'ont pas une structure organisée. Et là, maintenant, c'est difficile, mais il faut avancer ensemble. L'État et les associations doivent être des alliés, mais je le répète toujours, nous ne sommes pas des ennemis, il faut travailler ensemble. Mais vous avez défini des priorités avant de devenir secrétaire d'État. Vous aviez des priorités. Les priorités pour moi, c'est renforcer de jour en jour la capacité des personnes handicapées. Parce que normalement, aujourd'hui, moi-même, je ne prêche pas l'institutionnalisation du handicap. Même si c'est à la fin, je vous dis qu'il faut continuer à sensibiliser, quelle que soit la personne, de ne vous pas demander de vous mettre en petit groupe par handicap. Par exemple, on vous demande de vous regrouper par handicap physique. On vous demande de vous regrouper par handicap visuel, par exemple. Maintenant, il ne peut pas faire ça parce que la Convention le dit clairement, il faut que l'État encourage la désinstitutionnalisation du handicap. Il faut que l'enfant qui est handicapé là reste chez sa famille pour l'encadrement, etc. Parce que l'enfant handicapé, c'est un enfant comme tout enfant. Donc, il faut éviter que des personnes qui ne comprennent pas ce qu'est l'inclusion vous enfoncent et pour vous dire qu'il faut vous regrouper partout. Il faut quand même voir la diversité en matière du handicap pour aller vers l'inclusion. Parce que l'inclusion, c'est un package. Ce package-là contient M. Wendell Théodore, le médecin, la personne handicapée qui est ingénieur, ou du moins l'autre qui est journaliste. Donc, c'est un package, mais maintenant, c'est de lutter ensemble. Il ne faut pas voir... Et moi-même, je déteste l'égoïsme et j'aime accompagner. Mais j'aime accompagner dans la bonne direction. Parce que de nos jours, tout le monde en parle. Tout le monde veut avoir le changement. Mais maintenant, quand vous voulez mettre des steps pour arriver vers le changement, ils vous disent non parce que c'est comme si c'est une habitude. Il faut laisser la zone de confort, donc normalement pour pouvoir avancer. Et le dernier mot, en quelques secondes. En quelques secondes, je dis à toutes les personnes handicapées et que normalement la vie doit continuer et la vie est belle, donc il faut continuer à lutter pour le respect de leurs droits. Merci beaucoup à Radio Télé Métropole. Voilà, et vous avez bien dit de terminer vos propos en parlant de droit, parce que je crois avoir lu quelque part hier sur les réseaux sociaux. Alors, une simple phrase disant ceci, et je cite, « Vous ne devez pas attendre que vous soyez handicapé pour vous rendre compte que votre droit est inaliénable. » C'est monsieur Akaro Dominique Gerson. Qui l'a dit. Parce que je suis branchée. Mais et vous l'avez lu aussi. Bien sûr. Évidemment, je n'ai pas reproduit textuellement. Et, non, mais ce que vous avez dit, c'est bien dit. Merci beaucoup encore une fois, madame. Merci, monsieur Wendell. Au plaisir et salut tout le monde. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la première partie de la rubrique Le Point de Métropole. Notre première invitée, madame Swanette Désir, secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. À venir, tout de suite après la pause, madame Néhémie Gustave, qui nous parlera des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. À tout de suite. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Avec nous sur le plateau, Néhémie Gustave, avec elle on va parler des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles.
Bonjour, Madame Gustave. Bienvenue. Bonjour, merci. Et nous allons parler des 16 jours d'activisme. Des 16 jours d'activisme. Est-ce que vous êtes, bon, même si c'est personnel, mais vous êtes féministe? Non, je ne le suis pas. Vous n'êtes pas féministe? Non. Et, généralement, elles sont très présentes dans ce genre d'activité. Je ne suis pas féministe, je dirais humaniste. Donc je suis contre la violence faite en général sur l'humain, sur l'être humain, que ce soit violence verbale, physique, harcèlement. Donc, vous êtes contre la violence? Oui. Généralement. Ok. Maintenant, ça s'est passé comment? Et bientôt, ce sera donc le 10 décembre, journée... la date finale pour les 16 jours d'activisme. Oui, c'est à cette date que justement... les activités vont prendre fin. Parce qu'on a commencé du 25 novembre on termine le 10 décembre. Et qu'est-ce qui a été fait de particulier cette année? On a eu beaucoup d'activités. On a eu une causerie. On a eu une conférence de presse pour débuter l'activité. On a eu une causerie avec Madame Béatrice Talancourt-Tunier, Tédé d'ONU Femmes, aussi Docteur Cardichon et des représentants d'autres organisations féministes, des organisations qui œuvrent pour l'émancipation de la femme, qui œuvrent dans le secteur du support des femmes violées, des femmes battues. On a eu la projection du film 3 faits hier, jeudi à Café 36. Et demain, on aura beaucoup d'activités qui est ouvert au grand public. D'abord, en ce qui concerne les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, vous sensibilisez les gens, vous faites des rappels sur la situation en Haïti en termes de violation des droits des femmes et des filles et autres. 16 jours d'activisme. Nous mettons la lumière sur les organisations qui œuvrent dans le secteur de la prise en charge des femmes victimes de violences. Par rapport à nos causeries, on met des capsules de vidéos sur notre page Facebook, alors sur la page Facebook de Conversation Essentielle, sur Instagram aussi, qui parle de la traite de l'humain, ce que c'est, comment est-ce qu'on doit travailler pour combattre cela. On parle aussi des différents types de violences qui existent. On parle plus précisément aussi dans l'une de nos capsules de l'harcèlement sexuel. Donc, l'harcèlement sexuel au travail. Et par rapport on a aussi mis l'activité en ligne, sur Facebook. Donc, les gens qui n'ont pas été présents pour la causerie, pour les activités qui ont déjà été faites, peuvent aller sur la page et apprendre plus et voir plus sur ce qui a été réalisé cette année, puisqu'on est à la 2e édition des 16 jours d'activisme. Oui, alors 2e édition, justement, c'est en fait le but de la question. On a une idée de ce qui s'est passé lors de la première édition. Et pour la 2e, quoi de particulier? Est-ce qu'il y a eu modification? Oui, il y a eu une modification du côté des intervenants. Il y a eu une modification aussi du côté des partenaires, puisque cette année, on a l'ambassade de Suisse, on a encore l'ambassade Canada et Avocats sans frontières. On a FOCA qui nous a rejoints aussi. On a eu plein d'autres organisations et tels que le groupe Sogebank aussi qui nous appuie. Il y a un changement du côté des organisations qui nous ont rejoints. Il y a aussi cette année la plaidoirie qui va se faire. Alors, le final, ce sera le mercredi 9 décembre. C'est des jeunes filles qui ont participé à un concours de plaidoirie pour écrire des textes sur la violence faite sur les femmes et les filles. La situation est préoccupante en Haïti ou bien? Pour Haïti, nous n'avons pas encore de chiffres, mais d'un point de vue global, après la pandémie du coronavirus, on a
entre 30%, je crois que c'est 30% d'augmentation sur la violence faite sur les femmes. Donc vous êtes en train de nous dire que ça tend à la hausse? Oui. Sur l'échelle mondiale, il y a une augmentation de 30%. Oui, mais en Haïti? Non, on n'a pas encore de chiffres. Vous pensez que dans le contexte global de violence, je dirais, en Haïti, il n'y a pas lieu de redouter une situation à la hausse également chez nous en Haïti? Oh, je pense qu'il y a... Oui, il y a ça parce que malheureusement, de jour en jour, on a l'impression que ce soit à travers les posts sur les réseaux sociaux, que ce soit à travers la musique, il y a cette incitation à la violence parce que il y a un manque de respect vis-à-vis des femmes. On a l'impression que quand on regarde les posts sur Facebook, on a l'impression que les gens banalisent la violence, que sur n'importe quelle forme que ce soit. Donc ça, c'est des choses qui incitent encore plus à la violence parce que on vit la chose comme étant normale. On ne se rend pas compte. C'est peut-être lors d'un drame, quelqu'un qui est mort, une femme qui a été battue par son mari ou encore son petit ami, peut-être qu'on peut se rendre compte que ça, c'était présent. Mais là, avec les réseaux sociaux, avec la banalisation de cette culture de violence, je peux dire que oui, on peut attendre à ce qu'on ait une hausse en Haïti. Quand nous parlons de violence en Haïti, tendance à la hausse, est-ce que nous faisons allusion à la violence verbale ou violence physique? Bon, je ne peux pas répondre de manière scientifique parce qu'on n'a pas vraiment de données sur ça. Mais je pense qu'on parle de physique, on parle de verbal aussi, on parle d'harcèlement. Parce qu'il y a ça partout, il y a ça partout. Physique, c'est surtout quelqu'un qui est battu. Et vous allez voir aussi que demain, dans la programmation de demain, dans la pièce théâtrale que va présenter la compagnie de théâtre Ami, vous allez voir ces différents types de violences. Verbal et physique et harcèlement. Vous pensez qu'une simple campagne de sensibilisation ou d'éducation peut inverser justement la tendance? Pas totalement. Vous pensez que ça suffit? Non, ça ne suffit pas. Parce que l'État doit aussi mettre des balises. Pour ça, nous devons essayer de trouver les moyens les plus pertinents de combattre la violence. Donc, seulement 16 jours d'activité, des activités comme ça ne vont pas faire disparaître, mais ça va diminuer, ça va conscientiser certaines personnes. Et l'implication de la société, pourquoi on n'en parle pas, on n'y pense pas? Oui, mais ça encore, c'est aussi important. L'implication de la société peut se faire de plusieurs manières. Donc, déjà, moi, j'aime parler des réseaux sociaux parce qu'on voit l'influence des réseaux sociaux. Déjà, à travers nos posts, surtout pour les personnalités publiques, les influenceurs, nous devons aussi prendre part à cela. Donc, à travers ce qu'on véhicule sur les réseaux sociaux, parce qu'en un clic, une vidéo peut avoir entre 3 à 16 cas un MView en 2 jours. Donc, la société, nous qui avons plus d'idées sur la chose, nous devons aussi nous impliquer à travers les réseaux sociaux, que ce soit par nos posts, que ce soit par les vidéos qu'on fait, que ce soit par nos dires, afin de sensibiliser plus de personnes sur la violence. On nous reproche souvent d'être une société machiste. Et c'est ce qui est à l'origine ou encore la cause principale de la violence physique sur les femmes. Est-ce que c'est votre point de vue? Oui, je le pense. Parce que même en tant que femme, il y a certaines femmes qui ont tendance à dire que non, monsieur, les garçons liés. C'est-à-dire, on met l'accent, c'est garçon lié. Parce que garçon, on parle de accepter n'importe quoi, garçon qui doit battre.
gon respect manqué, faut respecter nèg là ou et faut mouiller, il faut pas faire. Donc oui. Mais les autres ça est-ce que mon pas bon, pas ou même l'autre des paroles, ça est-ce que parfois moi qui connais ça qu'on a raison. Non, moi je me raison parce que c'est pas femme. C'est pas question de femme ni de garçon. C'est une question de personnalité. Moi-même personnellement pas me lever pour mon travail, tout ça me besoin de venir dans le travail. Je ne pas contre une fille, par exemple, qui doit décider, qui dit que non, il faut garçon occuper. Mais moi-même, pas lever comme ça. Donc, ce n'est pas une question de garçon et de fille. Donc, tout ça, un garçon fait parce que je fais. Tout ça, une fille fait tout. Un garçon capable de faire. C'est surtout la personne elle-même. Ce n'est pas garçon, ce n'est pas fille. Et. Mais est-ce que c'est des pratiques qu'on vit souvent, qu'on tendait Est-ce que parce que ça qui c'est que nous besoin de situation inversée. Ok. T'as bien aimé on l'entendait que tout. Il parlait plutôt de bannissement de la violence. Bon, je ne vais pas dire verbalement, ça arrive avec des petits mots qui échappent dans un moment de colère, même battre pas obligé d'arriver là-dedans. Oui, mais certaines fois, c'est là le commencer. C'est dans des petits mots, dans des moments de colère, et puis, quoi vient venir. Parce que, une fois, on est énervé à plus, et puis, voilà, on bat en cours, pas de passer, excusez-moi. Puis, une deuxième fois en cours, une troisième fois en cours, et puis, le retour, prend bâton. Ok. Mais je dis tout que l'autre côté, ça qu'on fait tout, bon, bien que l'organisation féministe n'a pas jamais fait état de ça. Excusez-moi si j'ose aborder ce point avec vous, Madame Gustave, mais je dis que il y a une médaille qui est mauvaise tout, qui calme monsieur au sérieux. Bon, moi, je sais si il y a des messieurs qui prennent cours, je me dis filles, pour dénoncer ça, il faut monsieur dénoncer ça. Ah. Vous pensez qu'il a tenu compte de ça? C'est pas bon. Ego, qu'il ne faut pas dénoncer ça. Même jeune femme, n'a pas ego, tout pas dénoncer ça. Bon, monsieur, c'est la battement la première fois. Bon, je ne peux pas dire rien, mais en deuxième fois, troisième fois, soit je courir mal ou bien me porter plainte. Oui, ça. Voilà, ça c'est. On va arrêter, on va prendre bâton. Que c'est fille, que c'est garçon. Oui. Maintenant, pour nous retourner dans le sujet noir, et ça c'était une parenthèse, nous t'ai ouvert. Et puis nous faisons tout de suite. Oui. Qui ça dit, par exemple hier, on en parlait à la radio, on parlait des femmes qui sont impliquées dans le kidnapping, dans la séquestration, qui protégé otages, ou bien qui torturé otages. Oui, l'autre des femmes impliquées dans ça dit au moins. Oh, ça c'est horrible. C'est pas. C'est horrible parce que c'est toujours cette histoire de machisme et de féminisme. Et parfois, nous toujours, que c'est filles, que c'est garçons, nous avons tendance à faire plus confiance. Donc, on a une fille qui vient de Koto, la Bordeaux, Limando, on explication, par exemple, il tout fait prendre, ou bien une fille pareil, ou a quitté au violon, a quitté au bateau. Je ne pas vivre cette situation, même parce que c'est vraiment horrible. Et c'est la justice qui peut faire travailler. Hier à la radio, on disait que la femme est l'expression même de la tendresse. Et quand on est battu, violé par des femmes pendant qu'on est kidnappé, ça a un effet de choc sur l'autre monde qui apprend d'elle. Vous dire ça, il fait choc là sous moi. Ne me dites pas que je vous apprends des choses, non? Oui, vous dire ça, il fait choc là sous moi. Waouh. Maintenant, Némi et Gustave, avec qui ça n'a pas sorti après ces jours-là, après ces jours d'activisme? Parce que moi, j'ai un bel calendrier que nous dressons, un calendrier d'activité, apparemment au quotidien. C'est du 23 novembre au 10 décembre. Du 25. Du 25, merci. Au terme de cette période d'activisme, au terme de ces 16 jours d'activisme, un document qui a sorti? Je peux dire qu'on a déjà
Un document. Quelques documents, parce que les photos Paul, ça Oui. Non, parle. mais je pensais qu'on pourrait sortir des recommandations, par exemple, des points de vue des participants. Et tout ça, oui. Non? On a déjà, avec le concours, on va faire des suivis avec les gagnants. Donc déjà, oui, ça, je pense que vous aurez un petit quelque chose, un résumé sur ce qui a été fait. OK, mais là, il faudra attendre le 10. Encore plus, encore quelques jours après. Quelques jours. Oui, juste pour qu'on puisse avoir un travail fini et excellent. Et ça va être une activité annuelle, si nous sommes aujourd'hui à la 2e édition. Oui, donc on aura une 3e édition l'année prochaine. Les personnes qui sont invitées à intervenir, quelles sont les personnes qui sont toujours invitées à intervenir dans les débats? C'est-à-dire chaque année? Chaque année. Non, on n'a pas vraiment des gens qui sont toujours invités à venir, mais c'est surtout les organisations. Les organisations qui œuvrent dans le secteur. C'est-à-dire, ça peut arriver qu'une organisation soit représentée toujours par une autre personne. Donc, ce n'est pas nécessairement les mêmes personnes. Il y a surtout aussi, on parle aussi de secteur, c'est-à-dire on a les psychologues qui sont toujours là, qui œuvrent dans le secteur. Donc, ce n'est pas vraiment la personne en soi. C'est-à-dire, cette année, on a eu Mme Béatrice Dalan-Couturier, ça peut arriver qu'on ait eu quelqu'un d'autre, mais qui soit aussi dans le secteur. Ou tu parlais tantôt de rôle autorité au tas de jouer dans le travail qu'a fait contre violence sous femme avec petite fille. Oui. Et leur parler de l'État, est-ce qu'on fait allusion, vous pensez au ministère à la condition féminine ou bien? Non, bah c'est à... Bon, oui, ministère de la condition féminine aussi, mais aussi à ministère de la justice, la police. Pour marier mon yo, mettez mon yo dans la prison. Et le ministère de la justice pour sanctionner. Et puis le ministère de la femme pour les accompagner, mesdames et ça, et puis donc, assurer que bien suivi qui fait. Donc là, c'est là où l'on doit être sous système judiciaire là, qui n'a pas été renforcé. Non, là, je dis ça, c'est oui, c'est pas... C'est pas l'on doit être dans le sens dénoncer, c'est-à-dire que c'est dit que... c'est dit, fait travail. Fait travail. Oui. Et au quoi dans ça, au quoi dans la possibilité ça, que la justice est capable effectivement châtier monsieur qui a exercé violence sous fille. Mais il y a aussi des malades, hein? Il y a des hommes malades. Il y a des hommes malades, ça c'est vrai. Donc c'est prévoir, c'est envisager des dispositions pour eux. Oui. Si nous réalisons que il y a une expression qu'on a une relation sadique, c'est prise pas bon pour laisser l'hôpital plus enfermé l'hôpital, mais bien attaché. Donc ça c'est l'État, c'est le rôle de l'État en général. Merci beaucoup, Némi Gustave. Vous avez droit à un dernier mot. Ben, je vous invite demain à venir participer avec nous. Et ce samedi, on aura beaucoup d'activités. On aura une lecture scénique avec Yves Paul. On aura une pièce théâtrale avec la compagnie de théâtre Ami. On aura aussi une exposition de Daniel Magloire et une lecture scénique sur l'origine du 25 novembre. Ce sera où? Ce sera à la réserve. À la réserve. Gratuite, de 1h à 4h, oui. Ok, tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Merci encore une fois, Némi Gustave. Je rappelle que vous étiez avec nous ce matin pour parler des 16 jours d'activisme contre les violences exercées sur les femmes et les filles à l'initiative de la plateforme Conversation Essentielle. C'était du 25 novembre au 15 décembre. Au 10 décembre. Au 10 décembre. Oui. Merci encore une fois d'avoir répondu à l'invitation. Merci. À bientôt, bon week-end. À bientôt, bon week-end. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On a eu droit à 2 invités ce matin, Swanette Désir, secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, et madame Némi Gustave. Merci de nous avoir accueillis chez vous, madame, monsieur. Passez une excellente journée et surtout un bon week-end avec Métropole. Et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par des batteries Bosch.
Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.